te souhaite la bienvenue dans cette petite vidéo que je fais comme ça au matin, tu vois, parasé, avec mon casque dans lequel j'écoute des podcasts. Je viens de faire une balade sur le bord de mer là. Et je voudrais te parler des solutions pour les hauts potentiels, les hypersensibles. Comment te dire ça? Si le monde de la santé mentale, le monde des acteurs de la santé mentale avait une solution pour les hauts potentiels, pour qu'ils s'épanouissent, ça se saurait parce que les hauts potentiels seraient épanouis, seraient heureux. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a, peut-être me mettre, allez comme ça tu auras aussi le paysage, voilà, ici. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, il y a un problème quelque part, il y a un dysfonctionnement quelque part, et la promesse n'est pas remplie. Alors on va encore dire que je vais cliver au niveau des psychologues, mais c'est un petit peu la vérité aussi. Alors à chaque fois je fais toujours un petit disclaimer, je n'attaque pas les psychologues en tant que personne, parce que les psychologues sont souvent les personnes qui choisissent de faire psychologie, sont souvent des personnes passionnées, mais qui se retrouvent dans un contexte un petit peu poussiéreux et trop académique. Donc voilà, disclaimer, si tu es psychologue, voilà. Donc le monde de la psychologie, il y a un problème qui fait que le bénéfice, la promesse n'est pas tenue. Si les hauts potentiels, maintenant ça fait quelques années qu'on en parle de manière ouverte et publique, si les hauts potentiels, il existait une solution pour les rendre heureux et épanouis, on le saurait. Et ça se saurait, parce qu'avec le nombre de livres qui sont sortis sur le haut potentiel et l'hypersensibilité, et aujourd'hui les coachs, thérapeutes spécialisés dedans, on le saurait, ça se saurait. Ça serait sur la place du marché, on dirait, voilà, tiens, telle personne a la solution miracle, et c'est pas le cas. C'est pas le cas. Donc, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, il y a une sorte de situation d'échec au niveau du monde de la psychologie moderne, dans le fait d'accompagner les hauts potentiels à s'épanouir avec leur douance. Je dis pas qu'ils font pas de travail, ils travaillent, ils apportent des petites briques de solutions de surface. Mais le problème de fond, il n'est pas résolu. Alors, c'est pas pour dire que nous, à l'université, on fait mieux que les psychologues ou quoi que ce soit. Je pense qu'on a une approche qui est profondément différente. C'est-à-dire que, tu vois, hier, par exemple, j'apprenais à mon fils, on descendait dans la cage de l'immeuble, là où on est actuellement, pendant quelques semaines, et je vois qu'il y a un extincteur dans la cage d'immeuble. D'un coup, je me dis, tiens, apprentissage pédagogique, et je dis, Elios, est-ce que tu sais comment on se sert d'un extincteur? Je sais qu'à l'époque, il y a eu des démonstrations, mais il n'a pas eu d'entre les mains. Il dit oui, ouais, je sais tout ça. J'ai dit, ok, on va voir, vas-y, essaie de soulever l'extincteur. L'extincteur qui est accroché en haut du mur, mon fils était encore jeune, il a un petit peu de mal, tout ça. Bref, apprentissage. Et premier apprentissage avec un extincteur, donc si tu ne le sais pas, je te l'apprends. Comment on fait pour éteindre un feu? Eh bien, on a deux solutions. Soit on prend l'extincteur et on agite, enfin on se met en face du feu, puis on agite comme ça sur le feu. Et en fait, on va propulser la poudre de l'extincteur sur le haut des flammes. Donc ça apaise le feu, mais ça n'éteint pas le feu. Et donc le bon geste, c'est de chercher la source, la base du feu, la matière qui brûle, et d'éteindre la base des flammes. Et là, le feu est éteint, il n'y a plus de problème. Pourquoi cette analogie? Parce qu'aujourd'hui, dans le monde de la psychologie, j'ai l'impression qu'on essaye d'apporter des solutions sur le haut des flammes. C'est-à-dire que oui, effectivement, ça résout un petit peu le problème, ça tasse un petit peu, ça calme, ça comment dire, ça... Bref, tu m'as compris en tout cas, on ne résout pas le problème au fond et on ne trouve pas la solution à la source du problème des hauts potentiels. Donc, pour en venir à quoi? Pour en venir en fait que quand on a des problèmes comme ça qui commencent à exister depuis quelques années maintenant et qu'on ne trouve pas la solution, eh bien, il faut chercher la solution ailleurs, il faut chercher le problème ailleurs. Il faut faire ce qu'on appelle un reframing. Un reframing, c'est quoi? C'est quand tu regardes une problématique de face et que d'un coup, tu vas faire un pas de côté comme ça et tu vas voir le problème d'une autre face. Tu vas dire « Ah, mais oui, mais la solution, elle était là en fait. Elle était cachée sous cet angle que je ne regardais pas. » Eh bien, c'est ce qui... Enfin, en tout cas, c'est ma philosophie, hein. C'est même ma méthodologie, pardon. Et se dire, ok, ça fait des années qu'on regarde le problème du haut potentiel, les hypersensibles de face comme ça, et effectivement, ça calme un petit peu le problème, mais ça ne la résout pas. Donc si je faisais un pas sur le côté, et que je voyais la solution sous un angle différent, et que je dis, ah mais en fait, le problème, il est là. Et en fait, le problème des hauts potentiels, des hypersensibles, c'est pas
c'est pas vraiment d'apprendre à rentrer dans le moule, comme le feraient certains psychologues en disant voilà, il faut vous canaliser comme ça, il faut que votre manière de communiquer soit comme ça. Donc, le vrai problème, ce n'est pas de se rendre normal ou un petit peu comme si on force un pied à rentrer dans une chaussure qui n'est pas sa taille avec un chausse-pied, tu vois, tu forces, tu vas réussir à faire rentrer le pied dedans, dans la chaussure, mais t'as mal au bout d'un moment, tu vois, donc c'est pas ça le vrai problème. Le vrai problème, c'est d'arriver à être soi-même en vivant dans le milieu des normaux-pensants sans être obligé de subir la différence. Tu es en train de me dire, oui, mais d'accord, on sait que c'est ça la solution, mais c'est quoi techniquement ? Techniquement, c'est compliqué de te dire ça en quelques minutes, c'est tout ce qu'on enseigne à l'université des hauts potentiels. C'est comment reprendre confiance en soi, comment être assez fort psychologiquement pour pouvoir subir les attaques des autres personnes, mais en conservant sa singularité, sa différence, et en s'extrayant du milieu, c'est d'avoir assez d'humilité sans attaquer, sans être violent. C'est beaucoup de choses qu'on apprend à l'université, c'est l'ensemble de notre programme à l'université, qui est justement d'intégrer sa différence, de s'en servir, d'avoir la confiance en soi pour l'accepter, se faire confiance, sans rentrer en conflit avec les autres. Donc c'est pas dire je vais rentrer dans le monde normaux-pensant et je vais m'adapter à ce monde-là en forçant. Et effectivement, ça résout le problème, je vis un peu mieux, tout ce qui se passe, j'ai avancé d'un pas, mais je ne me sens pas aligné avec moi-même. Mais c'est plutôt de s'extraire de tout ça et de l'aborder sous un angle différent. Bref, je ne vais pas te faire tout le programme du haut potentiel, à l'université de haut potentiel, mais c'est ça le principe. Donc, c'est le constat que je faisais ce matin en marchant. Je me suis dit, bon sang, mais quand on a un problème quelque part, à un moment, on se dit, est-ce qu'on a trouvé la solution ? Ben non, quand on voit que personne n'a trouvé la solution. C'est un petit peu comme le problème du bonheur, de manière générale. Combien de livres ont été écrits sur le bonheur ? Combien de livres ont été écrits sur le bonheur ? Des centaines, si ce n'est pas des milliers. Est-ce que le niveau de bonheur de l'humanité a changé aujourd'hui ? J'ai pas vraiment l'impression. Enfin, je dis ça avec un petit sourire, mais j'ai pas vraiment l'impression. Alors je préférais, mais bon. Mais je veux pas jeter la pierre non plus à tout le monde. Il y a aussi une part de responsabilité dans ceux qui désirent changer. Ça, c'est la deuxième partie de ma vidéo maintenant. Deuxième partie, attention, je tire un trait, clac, ici, là, boum, là. Deuxième partie de la vidéo. Donc on va faire un changement de vue, hop, voilà. Je vais profiter de l'autre côté de la plage, là-bas. Changement de vue. L'autre partie de la vidéo, c'est que effectivement, il y a une part de responsabilité pour ceux qui veulent changer. Et ce que je veux dire par là, c'est que, regarde, quand on lit un livre, tu vois, je viens de te dire que les livres, c'est bien, mais ça ne marche pas tout ça. C'est pas vraiment vrai, parce qu'il y a une part de responsabilité. Quand on lit un livre, et qu'on se dit, tiens, je veux changer, je veux être heureux, par exemple, aujourd'hui, je veux être plus heureux. Je prends un livre, je le lis, mais il y a plusieurs manières de lire le livre. Première manière, c'est de se dire, ok, c'était un bon divertissement, super, je referme le livre, ah, ce livre était vraiment génial sur le bonheur, waouh, il était vraiment super intéressant. Quelle action pragmatique tu mets en place après la lecture de ce livre ? Il y en a beaucoup qui font zéro. Donc, ils considèrent ça, consciemment ou inconsciemment, comme une lecture divertissante, enrichissante, mais qui n'a pas d'application pratique. Erreur numéro 1. Donc, solution, dès que tu finis un livre intéressant, quelle est la première action pratico-pratique que je puisse mettre en place pour moi changer ? Donc, il y a cette première erreur. Deuxième erreur, c'est de se dire, c'est super intéressant, je vais mettre en place quelque chose dans ma vie, je le fais un jour, 2 jours, et puis voilà, c'est trop dur, c'est trop contraignant, c'est trop chiant en fait de faire ça. J'ai pas l'habitude, j'ai pas le temps, c'est pas le bon moment, etc. Donc deuxième problématique, c'est de se dire, voilà en fait, l'effort que je vais mettre pour changer est trop élevé par rapport à la douleur que j'ai à la base. Tu vois, c'est en gros comme si je te disais, tiens, je me suis rentré une aiguille, enfin une épine de pin dans le doigt, sous le pied. Et en fait, pour me la lever, il va falloir qu'on m'opère la jambe en entier, qu'on me la dissèque en entier jusqu'au genou. Là, tu vas dire, non, pour me lever une aiguille, je préfère garder mon aiguille dans le pied. Franchement, tu ne vas pas m'ouvrir la jambe en entier pour me lever l'aiguille. Ah non, c'est comme ça. C'est un petit peu l'état d'esprit des gens qui n'ont pas le bon ratio entre la douleur et l'effort pour résoudre cette douleur-là. Et pourquoi ? Parce que justement, les gens n'ont pas fait le focus sur leur mal-être
et se dire ok, où j'en suis aujourd'hui, qu'est-ce que ça va changer pour moi. C'est vrai qu'aujourd'hui ça va pas bien, c'est tous les jours ça va pas bien, si je continue comme ça va être pas bien pendant des années, vers quoi ça va mener, etc. Et quand on fait vraiment on se pose quelques minutes pour réfléchir, on se dit tout compte fait, peut-être que si je m'ouvrais la jambe jusqu'au genou, qu'on me lève l'aiguille, ça m'éviterait d'avoir le pied qui suppure au bout d'une semaine, et puis peut-être au bout d'un mois avoir une putréfaction au niveau du pied, et puis qu'en fait au bout de 2 ans on soit obligé de m'amputer jusqu'à la hanche, tu vois. Alors je sais pas si l'analogie est très bonne, elle est un peu violente, mais c'est pour te faire comprendre. Donc beaucoup de personnes, lorsqu'ils lisent du contenu, apprennent du contenu, se rendent compte que l'effort pour changer est trop important par rapport au jacuzzi dans lequel ils sont. Donc ils s'accommodent de leur situation parce qu'ils ne se sont pas posés sur une table pour se dire je pèse le pour et le contre, le bénéfice et le risque, le bénéfice et l'effort. Et effectivement, quand je mets tout à bout, je cumule les années de souffrance que j'ai, je cumule les années de souffrance que je vais encore avoir, tout compte fait, mettre en place ça, ça vaut le coup quand même. Donc tu vois, il y a un double problème entre le côté des créateurs, les psychologues, les thérapeutes, tout ça, qui n'ont pas vraiment l'impression d'avoir pris le problème sous le véritable angle, et le problème aussi de beaucoup de personnes qui veulent changer, dont tu fais peut-être partie, et c'est pas de ta faute, c'est totalement humain, de se dire c'est super, c'est génial, mais c'est super intéressant, mais j'applique rien, parce que je suis bien comme ça, ou effectivement la douleur que je ressens, elle n'est pas assez forte par rapport à l'effort que ça va me demander pour changer, donc je m'accommode de ce jacuzzi, quoi. Je m'accommode de cette épine dans le pied que j'ai dans la chaussure tous les jours, et je vais tenter de l'oublier pendant des années comme ça, puis un jour le pied est pourri. Donc il y a des problèmes un petit peu des deux. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? La solution, elle vient un petit peu des deux côtés. À la fois des appreneurs, les psychologues, thérapeutes, les coachs, et à la fois des apprenants, les personnes qui ont besoin de changer. Et à ce moment-là, si chacun se pose sur la table, et vraiment c'est l'analogie de se poser sur la table et de réfléchir en disant bon sang, ça fait 5 ans, 6 ans que j'accompagne les hauts potentiels, les gens vont bien, mais ça va, dans l'absolu ça va pas mieux. Et moi en tant qu'apprenant, ça fait 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans que je lis des bouquins, que je suis allé voir des coachs, des psychologues, ça va un peu mieux, mais on se pose sur la table et on se dit ok, quel est le problème? En tant que psychologue, coach, thérapeute, peut-être qu'il faut que je change mon angle d'approche pour avoir un autre angle d'apprentissage, de coaching. Et en tant qu'apprenant, peut-être que si au lieu de lire, au lieu de subir les thérapies, les coachings que j'ai, est-ce que je me mettais comme acteur vraiment et je me pose pour réfléchir vraiment à ce que je pourrais faire moi de mon côté, est-ce que ça ne changerait pas aussi? Je pense que oui aussi. C'est pour ça que le changer vraiment, c'est un effort à faire, c'est une alliance à faire entre l'appreneur et l'apprenant. C'est l'appreneur qui se doit trouver le bon angle, le plus efficace, le plus pertinent, et l'apprenant qui se doit se dire ok, je vais appliquer ça aveuglément pendant une semaine, 1 mois, 1 an, et voir ce que ça va donner, mais il faut que je le fasse complètement. Je fais confiance à 100%. Et après, je tire les conclusions. Voilà. Et maintenant, pour toi qui est là à la fin de cette vidéo, je sais qu'à la fin, il n'y a que les plus motivés qui vont jusqu'au fond de la vidéo. C'est vrai que nous, à l'université, c'est pas pour faire l'apologie de l'université, mais nous, on se pose la question, et pourquoi on prend souvent des témoignages, on va souvent poser des questions, on fait souvent des sondages au sein de l'université, c'est pour justement faire remonter cette information de ce qui marche et ce qui ne marche pas. Et quand ça ne marche pas, on change les choses. Et quand ça fonctionne, au contraire, on se plonge dedans. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on a eu une croissance vraiment fulgurante, parce que quand on voit les témoignages aujourd'hui des personnes qu'on accompagne, à 80-85%, on a un taux de satisfaction entre 80 et 90%. Voilà. Au niveau des formations, des accompagnements, etc. On a quasiment... les seuls mails, retours négatifs qu'on a sont par rapport au contenu gratuit sur des vidéos YouTube, des podcasts. Mais encore une fois, est-ce que ce sont des gens qui ont vraiment appliqué les conseils jusqu'au bout? Tous nos élèves, on a entre 80 et 90% de taux de satisfaction. Et les gens qui ne sont pas satisfaits, c'est parce qu'en général, effectivement, il y a eu des incohérences dans la formation, donc on va améliorer. Il y avait un module qui n'était pas assez poussé, donc on va le repousser. Ou alors ce sont des gens qui se sont dit non, mais en fait ça ne me convient pas du tout, c'était pas ce que j'imaginais du tout, je pensais que ça allait être un truc différent. Donc voilà, c'est pas dans le fond même que ça fonctionne. Hop, je me rends compte que dans la vidéo, je t'ai annoncé quelque chose sans te donner de preuves de tout ça. Et effectivement, au sein de l'université, je te renvoie en description de cette vidéo
dans un lien vers les témoignages qu'on reçoit, à la fois en vidéo et à la fois écrit, et qu'on alimente au fur et à mesure pour te montrer réellement ce que je dis. Voilà, c'est pas du blabla. Allez, retour à la vidéo. Donc voilà pour te dire ça. Mets-moi vraiment en commentaire, c'est super intéressant parce qu'on est sur la chaîne complémentaire. Mets-moi vraiment ce dont tu as pensé de cette vidéo. Est-ce que tu es d'accord avec ce que je t'ai dit? Et quelle serait pour toi la solution idéale pour les hauts potentiels? Là, ce serait intéressant. J'irai lire les commentaires, bien sûr. Et je vais arrêter cette vidéo parce que ça fait déjà 15 minutes. Elle est encore une fois très longue, trop longue. Je te fais partager un petit panoramique. Donc, je suis encore quelques jours ici dans le golfe de Valencia. Et en milieu de semaine, on va quitter. On va continuer le sud de l'Espagne. On va normalement peut-être aller sur Palma de Majorque, l'île, une des îles des Baléares. Bien sûr, je te ferai des vidéos là-bas. Et ensuite, on va continuer dans le sud de l'Espagne. On va aller jusqu'à... j'ai perdu le nom, ça y est. Je vais le retrouver. C'est... Non, c'est pas grave, j'ai perdu. Le sud de l'Espagne. Bref, je te dirai où on s'arrête. On va aller voir l'étroit de Gibraltar aussi. On va essayer de faire voir le bout de l'Afrique aux enfants pour qu'ils voient le bout de l'Afrique. Et je te partagerai tout ça. Mets un like, partage à quelqu'un que ça pourrait aider. Mets le commentaire. Et je te dis à très vite. Bye bye.